Et c'est reparti pour les vidéos sur le C. Wouhou! Alors, vous avez donc vu que hop, le le comment la cette nouvelle ce nouveau chapitre se nomme Mémoire. Alors, encore une fois, hein, étant donné que c'est une reprise de vidéo après quasiment 2 ans, c'est donc sur un système dit Unix ou en tout cas Unix-like. Donc sur Linux, ce que je vais expliquer fonctionne. Sur Mac, j'ai pas vérifié, mais étant donné que c'est pour Unix et que Mac et Unix, ça va fonctionner. Sur Windows, j'en ai aucune idée. Un jour, je vérifierai, mais pas pour le moment. Et donc là, on va regarder ce qu'on appelle l'espace d'adressage virtuel donc sur Unix. Et on va donc voir à quoi ressemble un binaire une fois chargé en mémoire. Parce qu'un binaire sur le disque dur c'est bien, mais si on n'exécute pas, c'est pas très utile. Donc ici la RAM va être ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle en tout cas montante. Ça veut dire que tout en bas on a le début des adresses, donc les adresses 0, 0, 1. Et tout en haut du coup on aura les adresses de fin, donc 0x, f, 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 blablabla. Et donc en fait notre binaire est mappé quelque part dans la mémoire, donc là on va représenter cet adressage d'espace là dans le schéma. Et donc notre binaire, il est segmenté en plusieurs sections. C'est pas juste le code source qui a été compilé jusqu'à du langage machine dans le même flow, dans le même sens d'exécution. Il a été ensuite été découpé et segmenté à plusieurs endroits dans le binaire, pour des raisons pratiques tout simplement. Et donc tout en bas, on va retrouver ici la section texte, qu'on appelle aussi parfois code, parce qu'elle contient tout simplement le code exécutable du programme. Donc le code des fonctions, le code de la fonction main, voilà, tout ce qui est exécutable va être dans ce segment texte. Ce segment est dit read-only. On ne peut pas écrire dedans. Une fois compilé, voilà, il est tel qu'il est. Et il est chargé tel qu'il est en mémoire. En réalité, je me semble qu'il y a des techniques pour pouvoir le modifier à la volée, mais bon, c'est pas recommandé dans le sens où, en général, on va foutre la merde. Donc, de manière générale, tout ce qui est ici, voilà, c'est du code exécutable dit read-only. Ensuite, au-dessus, vous avez trois segments que j'ai envie d'appeler un gros segment data, de le sous-segmenter avec d'autres noms. Le problème, c'est qu'il y a un autre segment, un sous-segment qui va aussi s'appeler data, donc ça va être un peu confusant. Donc on va juste tout simplement les représenter comme ça, et puis je ferai une petite accolade sur le côté après. Donc ici, vous avez raw data. Donc raw data signifie en fait read-only data, donc la data en read-only, qui va contenir tout ce qui est statique, mais du coup en plus en read-only. Donc par exemple, les chaînes de caractères littérales, hein, donc tout ce qui est entre guillemets, là, voilà, et là, fermeture des guillemets, ça c'est du read-only, c'est dans raw data. Pareil, il y a des define, etc. Enfin, c'est tout ce qui est en read-only et qui n'est pas à proprement parler pardon, de la variable, c'est de la constante, hein, va être dans raw data. Ensuite, vous avez au-dessus là le segment data, voilà, et au-dessus de celui-là le segment BSS. Les trois segments ici, voilà, sont ce qu'on appelait du stockage statique. Statique parce que ça va donc être toutes les variables, enfin constantes du coup pour data. Donc pour data et BSS, les variables statiques, donc que ce soit en local dans une fonction ou global en dehors d'une fonction, mais dès qu'il y a écrit statique devant, ça va aller dans data et BSS, ou raw data. Sachant que raw data, c'est pas obligatoirement statique, c'est juste que c'est read-only. Donc je peux très bien faire ça. Il n'y a pas écrit statique devant le char, mais étant donné que c'est du read-only parce que c'est une chaîne de caractères littérale, ça va se retrouver dans raw data. Donc data et BSS, ça va être pour les variables de statique également. La différence, c'est que data va contenir les variables. Donc, alors ça, c'est du read. Pardon. Et donc les deux ici sont qu'en read-write.
Alors que raw data, comme son nom l'indique, raw c'est read-only. Data va contenir les variables statiques, locales, aux fonctions ou globales, je vais y arriver, qui sont initialisées à autre chose que 0. Donc statique int i égale 1, c'est dans data. 1, 2, 3, 4, 5, etc. BSS va contenir également les variables statiques, locales aux fonctions ou globales, mais qui ne sont soit pas initialisées, soit initialisées à 0. Donc static int i, point virgule, c'est dans BSS. Static int i égale 0, c'est dans BSS. Mais static int i égale 1, 2, 3, 4, 5, autre chose que 0, c'est dans data. Ok. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie statique. Vous avez au-dessus un autre segment qu'on nomme la heap. La heap, elle est de type, c'est du stockage. Non, c'est pas un M, je vais y arriver. Dynamique. Dynamique, parce que elle va changer de taille, ce segment, cette section. Elle va aller vers le haut. Et alors, comment est-ce qu'on change la taille de ce segment? C'est simple. C'est en faisant appel à des fonctions qui vont demander d'allouer de la mémoire, comme malloc, calloc, realloc. Le segment va donc monter vers le haut, va changer sa taille vers le haut. Si on fait appel à free, ce qui veut donc dire qu'on désalloue de la mémoire, là, le segment va redescendre. Au-dessus, vous avez une zone libre, voilà, avec rien, qui est donc libre pour pouvoir faire augmenter la heap. Et tout en haut, vous avez une section qui se nomme la stack. Et la stack, quant à elle, elle descend. La stack, ce qu'elle contient, en gros, c'est ce qu'on peut aussi appeler la call stack ou l'execution stack. C'est ce qui va... Alors, c'est un compte de... C'est du stockage qu'on appelle dit automatique. Et donc, comme son nom l'indique, là, c'est automatique. Elle va changer automatiquement de taille. C'est pas nous... Enfin, c'est pas pendant l'exécution que nous, on va pouvoir changer cette taille. C'est selon dans quelle fonction ou boucle, etc. qu'on rentre qu'il y aura un changement. Donc, elle va contenir tout simplement les variables locales à une fonction, les arguments aussi auxquels qu'on donne à une fonction, et, mais aussi les valeurs qu'on a dans une boucle for. En fait, dès qu'on est dans ce qu'on appelle une portée, j'ai fait une vidéo dessus sur qu'est-ce que la portée, dès qu'on est entre des accolades et qu'on n'est pas sur des variables de type statique, donc là si je fais juste un int i égale machin, là je suis dans la stack, donc je rentre dans une fonction et donc toutes les variables vont être sur la stack. Également autre chose, on va pouvoir aussi retrouver par exemple, mettons que je me trouve dans ma fonction main, voilà, à l'adresse 0xa. Et à l'adresse 0xa, on va retrouver l'appel d'une fonction que j'aurais créée moi-même, voilà, qu'on va appeler add. Voilà. Et donc l'adresse du tout, du coup, la prochaine instruction, c'est à 0xb. Et une fois que je suis dans add, voilà, là j'ai ma fonction, je l'exécute. Et sur la fin, en fait, quelque part sur la stack, j'ai un registre qui va contenir l'adresse 0xa. Donc dans le registre, hop, dans un certain registre, c'est pas un registre qui s'appelle le registre, c'est un registre qui va contenir l'adresse 0xa. Et donc à la fin de ma fonction, on regarde ce registre, on voit que c'est 0xa, hop, on y retourne pour ensuite exécuter la suite à 0xb. Voilà, ça également c'est sur la stack. C'est pour ça que c'est automatique, c'est le programme qui à chaque exécution va changer sa stack pour charger des variables, pour mettre des variables dans le code au moment de l'exécution d'une nouvelle fonction. Ce qui fait que par exemple quand je vais entrer dans ma fonction add, ma stack va changer et va contenir toutes les variables qu'on va retrouver ici. Pareil si je rentre dans une boucle for, c'est-à-dire que là j'ai mon main, et là je fais un for, et dans mon for je crée une variable juste à l'intérieur de mon for. Je fais un int i égale quelque chose dans le for, qui se trouve aussi dans le main, mais plus particulièrement, plus localement dans le for. Et ce i va être mis sur la stack au moment où je rentre dans la boucle for.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la portée. Pour rappel, enfin une deuxième fois, hein, j'ai fait une vidéo dessus. La portée, en gros, c'est le temps de vie d'une variable. Et donc là, ma variable i va être vivante sur la stack qu'au moment où je vais entrer dans cette accolade. Mais dès que j'en sors, ma variable i sort de ma stack parce qu'elle n'a plus lieu d'être. Elle ne sera plus utilisée après. D'ailleurs, je crois que dans mon exemple, j'avais fait un truc du style int i dans ma fonction main. Et ben, une fois dans mon for, je faisais des prints de i, j'affichais bien le i qui était là. Et une fois que je fais un print ici en sortant, je affichais le i du main. Donc ça montre bien que je peux avoir deux variables dans une fonction du même nom, mais comme leur portée est différente, il y en a une qui est vraiment dans la fonction main et l'autre que je réécrase, que je réévalue avec le même nom mais dans ma boucle for, eh bien il y a une différence qui est faite. Et bien tout ça, ça se passe dans la stack. Et c'est pour ça que c'est automatique. C'est au moment de l'exécution, du chargement d'une fonction, etc. Ça va automatiquement changer la stack. Alors la stack, ça va parler à quelques personnes qui font du reverse ou enfin voilà, de l'exploitation de binaire, hein, ce fameux registre de sortie. Mais sinon, en soi, tout le dessin que j'ai fait là, bon, ce schéma, on le retrouve 1 milliard de fois sur Internet. Hein, c'est pas moi qui l'ai sorti de mon cerveau, je l'ai vu, revu, et voilà, on commence à apprendre par cœur. Et c'est juste... c'est vraiment de la culture G. C'est pas grave si vous ne savez pas ça par cœur. Surtout si vous faites du C en termes d'applicatif pur et dur. C'est plus intéressant quand vous allez commencer à faire du debug et à savoir où est-ce que vous êtes entre votre stack et votre heap. Et est-ce que par hasard vous n'aurez pas réécrit votre stack, vous n'aurez pas fait n'importe quoi. Voilà. Ou alors si vous faites de l'assembleur, bon voilà, c'est ultra important étant donné que c'est l'assembleur qui ensuite va, une fois compilé, va être lu d'une certaine façon. Mais voilà. Donc ça, c'est la mémoire, donc c'est un petit cours sur la mémoire dans le monde Unix. Donc voilà ce qu'est un binaire une fois chargé dans la RAM. Donc on commence dans le texte à la fonction main, et puis on va donc charger dans la stack les variables de la fonction main. La heap, on va la modifier si on fait appel à malloc, etc. Là, on va retrouver tout ce qui est variable statique. Et petit à petit, dans mon code exécutable, dans ma section texte, j'aurai le code de ma fonction add. Et je vais sauter dedans une fois que je serai à l'adresse 0xa. Et donc en chargeant dans la stack les variables de ma fonction add, et en changeant la heap si je fais du malloc dans la fonction add, etc. Voilà, en fait ça se passe tout simplement comme ça. Je vous dis donc à la prochaine vidéo, où là on va vraiment faire du code, hein. Donc là c'était vraiment une petite partie d'introduction, c'est pas grave si vous comprenez pas tout, si vous vous rappelez pas de tout, c'est vraiment de la culture G, sauf si vous commencez à faire du debug, ou si vous commencez à faire du bas niveau, à casser du binaire, à vouloir exploiter du binaire, ou tout simplement à vouloir faire de l'assembleur, donc là passer, encore enlever une couche d'abstraction, être encore plus proche de la machine. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.